Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent Comprendre la laïcité de Christophe Miqueux illustré par Pascal Gros. Comment comprendre la laïcité 150 ans après l'invention du terme? Pourquoi ce néologisme a-t-il contribué à insuffler une dynamique démocratique dans la mise en œuvre concrète de l'idéal républicain en France, notamment par le biais de l'école? En quoi revenir au fondement de ce projet politique et social peut-il permettre tout à la fois de comprendre un concept complexe et d'envisager son déploiement aujourd'hui, en réinscrivant la question sociale au cœur de la République? Par un réexamen de ce principe à l'aune du triptyque républicain, ce livre propose des clés d'interprétation pour décrypter les enjeux pour notre avenir commun que soulève la laïcité et nous ouvre sur un horizon politique aux potentialités qui restent à développer. Christophe Miqueux, agrégé et docteur en philosophie, membre du laboratoire SPH, EA 4574, il mène en particulier des recherches sur la citoyenneté, la laïcité et l'école républicaine. Il est notamment l'auteur de Spinoza, Locke et l'idée de citoyenneté. Une génération républicaine à l'aube des Lumières, Classique Garnier 2012. Pascal Gros est dessinateur de presse, principalement pour le journal Marianne. Il est l'auteur de Comment rater ses vacances avec Tinius, édition du Chêne 2015, et L'Enfer, c'est les enfants des autres, édition du Chêne 2016. Des notes et les illustrations sont disponibles sur les éditions e-book et brochets du livre. Avant-propos. Il y a 70 ans, la République faisait entrer la laïcité dans la Constitution. La laïcité, c'est la disponibilité universelle du patrimoine humain. C'est la loi qui veut que chaque homme soit maître de son bien, et que son bien se trouve partout où il y a des hommes. Sur cette loi, le peuple fonde son droit lorsqu'il exige que soit rendu à tous ce que détiennent quelques-uns. Robert Escarpit, École laïque, École du peuple. À l'automne 2016, nous avons commémoré les 70 ans de la constitutionnalisation du principe de laïcité. Depuis 1946, après les ineffables horreurs de la Seconde Guerre mondiale, de la barbarie nazie et de l'occupation, la République, en France, s'est retrouvée et a réuni ses citoyens en se qualifiant à nouveau frais par l'usage inédit à ce niveau normatif du terme laïque. Cet épisode, au lendemain de la libération et de la chute de la dictature de Vichy, n'est pas un moment secondaire. Il est au contraire un moment juridique et politique fondamental qui passa par le vote majoritaire du peuple français, approuvant par référendum le texte constitutionnel proposé pour fonder le nouveau contrat social républicain. On commence rarement par évoquer ce moment quand on parle de laïcité. Pourtant, du point de vue du principe de laïcité lui-même, le moment est d'autant plus refondateur que le choix fut de faire passer au sommet de la hiérarchie des normes un élément législatif essentiel d'organisation de la vie commune qui structurait la nation depuis les années 1880 dans l'école de la République et depuis 1905 à l'échelle de la République elle-même. Ce choix fut fait avec d'autant plus d'engagement collectif que le régime pétainiste avait restauré l'enseignement religieux à l'école, abrogé la loi de 1905 en juin 1941, et mis en exergue les valeurs de la contre-révolution et de l'Ancien Régime en les articulant à celles du nazisme dominant. Dès 1940, la laïcité comme la République n'existait plus. Dès 1944, elles étaient ensemble rétablies par le gouvernement provisoire de la République française. On ne peut oublier cette reconstruction d'après-guerre lorsqu'on cherche à comprendre la laïcité au XXIe siècle, tant ce moment est structurant pour la France républicaine qu'il a contribué à reconstruire. Ce moment historique clé est aussi significatif du consensus qui a existé parmi les forces diverses de la France libre et du Conseil national de la résistance autour du principe de laïcité. Celui-ci répondait en effet à une question politique s'il en est, celle du mode d'organisation des rapports entre les options spirituelles, notamment religieuses, et l'État. La force de la loi de 1905 est qu'elle n'est pas faite pour des chrétiens, des musulmans, des juifs, des athées ou des agnostiques, mais pour que chaque homme dispose pleinement dans sa vie personnelle de sa faculté de libre choix d'une conviction, religieuse ou non,
et que l'exercice de cette faculté ne s'assortisse ni d'un privilège ni d'une stigmatisation. Sa grande nouveauté est la séparation affirmée du pouvoir politique et des autorités spirituelles. Le principe avait eu beau être contesté lors de son édification juridique en raison du changement de statut des religions, ramené au droit privé, il se révélait bien plus résistant que l'avenir qui pouvait lui avoir été initialement prédit, puisque jamais avant le régime collaborationniste de Vichy, il ne fut abrogé. Il avait beau avoir provoqué au départ l'ire des autorités catholiques romaines, qui voyaient dans cette séparation entre la loi républicaine et la religion une perte d'influence manifeste sur le pouvoir. Il n'en demeure pas moins que non seulement il était adopté majoritairement par les représentants du peuple souverain en 1905, mais surtout qu'il était confirmé et amplifié dans sa signification et son statut en étant adopté par le peuple majoritaire lui-même en 1946. Cette période confirme à quel point la laïcité apporte une réponse à une question politique et non à une question religieuse, comme on le croit souvent. La constitutionnalisation de la laïcité est un acte politique majeur de la République renaissante. Elle n'aurait pas été possible sans une acclimatation politique progressive, durant plus d'un demi-siècle si l'on compte les prémices scolaires, de l'ensemble de la nation civique à l'universalité que contenait en lui ce principe pour porter un projet commun, et sans une satisfaction partagée à l'égard du mode d'organisation politique, qui était désormais garanti, où la liberté de conscience existait pour tous et où la loi politique n'était plus en rien liée à la loi religieuse. Sans doute, la pacification interne au sujet de la religion et de toute autre option spirituelle avait-elle eu le temps de se faire depuis 1905. Et même si cela grinçait encore un peu du côté de la haute hiérarchie de l'Église catholique, les abominations inhumaines de la Seconde Guerre mondiale et l'idéologie qui les avait engendrées et qui se retrouvait vaincue en 1945 conduisaient à relativiser ce type d'affrontement. Si le conflit des deux Frances, celle de l'Ancien Régime, clérical, et celle de la Révolution, anticléricale, reste une catégorie permettant une grille de lecture intéressante dans le siècle qui suit la Révolution française et conduit jusqu'à 1905, il semble qu'elle ne suffise plus à comprendre la réalité politique du siècle suivant qui a vu le principe laïque érigé au rang de norme constitutionnelle. Certes, le substantif « laïcité » est remplacé dans ce fameux article 1er de la Constitution de la 4e République par l'adjectif « laïque » pour qualifier la République. Cela témoigne peut-être d'un choix non encore totalement assumé, ou de la nécessité de privilégier la qualification de la République. La laïcité peut en effet servir à qualifier le régime républicain, mais n'a pas besoin elle-même d'être qualifiée, contrairement à une obsession actuelle. Ce moment de requalification de la République n'en est pas moins absolument essentiel dans la compréhension de ce qui faisait la vision commune, au sortir des années de lutte tragique mais victorieuse contre le pouvoir nazi, sur ce que la République se devait d'être. Si la République est un idéal, qui plus est philosophiquement intelligible, alors elle implique un certain devoir-être dans sa réalisation. Ce devoir-être s'inscrit dans une tradition émancipatrice de lutte contre les formes de domination existantes. La lutte contre la domination nazie associée à ses collaborateurs de Vichy a été sans aucun doute la période la plus dure vécue par les Français au XX siècle. La reconstruction républicaine à la suite de la libération exigeait une démarche ambitieuse, donnant aux valeurs partagées par nos concitoyens une incarnation concrète. C'est cet héritage dont nous sommes aujourd'hui porteurs. Chapitre 1. Un enjeu républicain, un espoir démocratique. Un néologisme révolutionnaire. L'espoir démocratique accompagnait, il y a 70 ans, cette première constitutionnalisation de la laïcité. Après la dictature, il s'agissait bien de faire advenir les jours heureux, comme avait été intitulé le programme du Conseil national de la Résistance, en commençant par retrouver la démocratie. En cela, la qualification de notre République comme laïque s'inscrivait dans le prolongement direct de la définition première que l'on pouvait avoir de la laïcité dès la fin du XIXe siècle, au moment de la création du terme. Laïcité
est en effet un néologisme créé au début des années 1870. Un épisode marqua notamment son apparition sur la scène politique publique, la Commune de Paris. À l'occasion de cette révolution éphémère, mais à l'impact durable, tout particulièrement dans l'histoire du mouvement ouvrier et des conquêtes sociales en France, la séparation des églises et de l'État est proclamée le 2 avril 1871 par un des premiers décrets de la Commune, unanimement voté. Quelques semaines après, pour la première fois, la laïcisation des écoles publiques est engagée. Et laïque, toute école qui affirme s'être émancipée de la tutelle religieuse pour dispenser un enseignement qui ignore les dogmes et donne la primauté à la raison. C'est là le tout premier sens d'un néologisme qui n'est pas encore officiellement créé. Le mot laïcité apparaît dans la foulée, pour la première fois dans le journal La Patrie en 1871, puis dans l'encyclopédie Larousse en... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.